Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les députés appelés à s'impliquer davantage dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, les élus nationaux se retrouvent aujourd'hui pour s'informer sur les avancées de la bataille contre la pratique de l'excision après l'adoption de loi par le Burkina. Sébastien Pinera revient au pouvoir au Chili après l'avoir perdu il y a 3 ans. Le conservateur milliardaire a battu sans trop de difficultés le candidat de la gauche Alexandre Guillet. Le gouvernement burkinabé ne se contente pas des seules mesures de gratuité des soins pour la mère et l'enfant. Il multiplie aussi la réalisation d'infrastructures sanitaires pour cette couche de la population. Lors de son séjour dans le Sourou, le Premier ministre Paul Kabatieba a posé la première pierre de la maternité d'un dispensaire protestant. Ce geste marque le démarrage des travaux de construction à Tougan d'une infrastructure d'une valeur de plus de 52 millions de francs CFA sur une superficie d'1 hectare. Les précisions de Lassina Ouattara et de Yacouba Goro à Dédougou. Un coup de truelle et une brique de plus qui vont permettre le démarrage des travaux de construction de la nouvelle maternité du dispensaire protestant Le Bon Samaritain. D'un coût de plus de 52 millions de francs CFA, cette infrastructure sanitaire privée, appréciée par le gouvernement, permet d'améliorer l'offre de soins et de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile à Tougan. Et cette maternité a vocation à servir les populations non seulement de Tougan, mais également de Toma, donc Sourou Nayala. Nous sommes venus ici pour apporter notre soutien sur le gouvernement à cette entreprise. Il aura une capacité, donc, dans un premier temps, d'une dizaine de lits. Et ça permettra donc aux femmes de venir accoucher dans des conditions donc, de sécurité. Pour le porte-parole des bénéficiaires, il s'agit de faire en sorte qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Un objectif partagé par la jeunesse de Sourou qui s'est retrouvée au stade Sangoulé-Lamizana pour le lancement de la Coupe de la Fraternité. Ce tournoi placé sous le patronage du Premier ministre Paul Kabatieba vise à renforcer l'union entre les fils et filles autour des questions de développement de la province du Sourou. Santé toujours, la lutte contre les mutilations génitales féminines, MGF, mobilise les députés burkinabés. Ils sont réunis en atelier pour s'informer sur les avancées en matière de lutte contre les MGF au Burkina. L'un des pays à avoir adopté des lois draconiennes contre cette pratique. Les élus nationaux pourront ainsi avoir à main toutes les ficelles pour contribuer à l'élimination des mutilations génitales féminines. Roger Kam, Oumar Zombré, reportage. Les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants sont des pratiques qui ont la peau dure au Burkina Faso, nonobstant les nombreux textes de loi qui les interdisent. La multiplication des efforts dans la lutte contre ces violences faites aux femmes a permis cependant de faire reculer ces pratiques, faisant passer la prévalence des MGF de 13% en 2010 à 11% en 2015. Quelques points marqués, certes, mais le combat n'est pas terminé. La situation aujourd'hui est un peu plus compliquée ou complexe par rapport donc aux formes pernicieuses que prend la pratique en ce qui concerne donc l'excision, parce que des bébés sont excisés. Il y a d'autres types de pratiques qui se font, comme je l'ai dit, sur les sites de mines artisanales. Et face à ces pratiques qui sont clandestines, la loi ne peut pas sévir. Lorsque vous excisez par exemple un bébé, personne ne sait que le bébé a été excisé. C'est sur ça qu'il faut vraiment sévir. Sévir contre ces pratiques d'un autre âge, pour les parlementaires, l'heure n'est plus à la sensibilisation. Je pense qu'il faut durcir le ton, et j'ai lâché le mot, il faut même sévir. On a sensibilisé, les séquelles sont là, ça tue, il faut le dire haut et fort. Et ça tue des victimes innocentes, c'est-à-dire les enfants. Donc si ça persiste, il faut sévir. Même son de cloche pour le mariage des enfants. Là aussi, les députés annoncent des actions vigoureuses contre la pratique. Et pour que cette lutte à la fois contre les MGF et le mariage des enfants porte ses fruits, la représentante de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, invite les élus nationaux à associer leur communauté.
Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a séjourné dans le Oué ce week-end. Au nombre de ses visites, il y avait ce détour au restaurant universitaire de la cité de Belleville. Le président de l'Assemblée nationale a pu ainsi se rendre compte des conditions de vie et d'études des étudiants de l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso. Reportage Ali Traoré. Étudiant d'une soirée, le président de l'Assemblée nationale et d'autres députés prennent le rang. Nous sommes au restaurant universitaire de la cité de Belleville de Bobo-Dioulasso. Quelques minutes après, Alassane Bala Sakandé est à table pour se restaurer. Du restaurant, cap est mis sur les dortoirs. Là, l'hôte du jour s'imprègne des conditions de logement des étudiants. Ils ont posé quelques préoccupations. Nous leur avons dit également à ce niveau que les ressources de l'État sont limitées. Et en termes de revendication, on peut revendiquer en faisant un programme, en contingentant un peu les choses. Nous leur avons dit en tout cas d'avoir toujours en ligne de mire leurs études. Et c'est ça qui est fondamental et c'est ça qui fait l'étudiant. Au terme de la visite des lieux, suivi d'un entretien avec les étudiants en présence du ministre en charge de l'enseignement supérieur et des autorités de la région des Hauts-Bassins, quelques doléances sont émises. Des difficultés qui ont pour nom connexion Wi-Fi, coupure d'eau. Tous les problèmes que nous avons à la restauration, nous ne leur fait pas. Également, il a fait un tour au niveau des dortoirs et vous savez qu'on a beaucoup de problèmes au niveau des dortoirs. Tous ces éléments ont été abordés, notamment la fragilité des cartes, les problèmes de réseau, connexion réseau et les dortoirs, les problèmes de latrine et également les problèmes d'électricité. Profitant de sa visite, le président de l'Assemblée nationale invite les étudiants à un changement de méthode de lutte. Et les centres universitaires doivent servir de cadre de débat d'idées, a-t-il ajouté. Le Conseil national de la statistique a tenu vendredi dernier à Ouagadougou sa deuxième session ordinaire de l'année. Elle a coïncidé avec la célébration de la journée africaine des statistiques. La rencontre a fait le bilan à mi-parcours du programme statistique adopté en août dernier. Un bilan jugé satisfaisant par les responsables du ministère de l'économie. Gérard Somé, Oumou Sissé, reportage. Bilan à mi-parcours du programme statistique 2018. Cet exercice intervient à la deuxième session ordinaire de l'année 2017 du Conseil national de la statistique. Selon le secrétaire général du ministère en charge de l'économie, ce bilan est satisfaisant en dépit des difficultés rencontrées. En effet, cette année, les activités de grande envergure ont été menées avec succès et je citerai un exemple. L'enquête permanente agricole, l'enquête nationale sur le secteur de l'employage et l'enquête institutions sociales et égalité femmes-hommes au Burkina Faso. S'agissant des activités courantes, il convient de noter la publication régulière de nombreuses productions mensuelles ou trimestrielles, notamment des statistiques économiques, qui ont permis entre autres de suivre la conjoncture économique du pays. Notre système statistique fait face à de nombreux défis dont le plus important reste l'insuffisance des ressources financières. Je voudrais alors vous rassurer que le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, poursuivra ses efforts dans le financement et l'accompagnement de la production statistique. Cette deuxième session du Conseil national de la statistique est au cœur de la célébration de la Journée africaine des statistiques. Améliorer la vie en améliorant les statistiques économiques, c'est le thème retenu pour cette journée. Les premiers bénéficiaires du Fonds de développement culturel et touristique ont reçu leur chèque vendredi dernier à Ouagadougou. Le Fonds de développement culturel et touristique a été mis en œuvre pour offrir au secteur culturel et touristique un financement adéquat pour son essor. Sur 417 projets sur la ligne de départ, 39 ont été finalement retenus et seront financés par le Fonds Nongba Kouda Vincent Tiendrebego. Sur 417 projets reçus pour bénéficier de l'appui du Fonds national de développement culturel et touristique, le FDCT, 39 sont sélectionnés pour être financés. La nouvelle a été donnée lors de la cérémonie de lancement des activités du FDCT par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. L'objectif est d'accorder un soutien financier et technique à l'industrie culturelle et touristique au Burkina. Aujourd'hui, nous avons des gens qui, toute leur vie, ont travaillé dans le domaine artistique,
qui ont atteint l'âge de la retraite et qui n'ont absolument rien. Il faut donc que des mesures soient prises pour que l'artiste en activité ait suffisamment de ressources pour vivre décemment et puis puisse préparer sa retraite. D'abord, c'est le souci de la redevabilité. Depuis un certain temps, le fonds a été mis en place et aujourd'hui, c'est les premiers produits qui sortent. Nous devons le faire au vu et au su de tout le monde. Satisfaction du côté des bénéficiaires. Ils saluent l'initiative qui vient ainsi les aider à développer leurs entreprises. C'est bien, même si ce n'est pas arrivé, nous allons aussi essayer de voir, utiliser à bon escient ce que nous avons eu pour permettre à d'autres bénéficiaires d'en avoir. Les 39 projets seront financés à hauteur de 580 millions de francs CFA. Pour ceux qui sont intéressés par le fonds, un appel à projet sera lancé dès le 4 janvier prochain pour le financement d'autres projets touristiques et culturels. Les taximens décidaient à se défaire de l'image de champion de l'incivisme. La Fédération nationale des syndicats des taximens et acteurs du transport urbain du Burkina a organisé à Bobo-Dioulasso une journée dénommée Journée des taximens, une manifestation destinée à la sensibilisation de ces acteurs de la circulation routière. Nous retrouvons à Bobo-Dioulasso Karim Ilboudo et Moussa Sano. Les taximens à la recherche d'une image reluisante de leur métier. En consacrant une journée à la sensibilisation, la FNST a tué la Fédération nationale des syndicats des taximens et des acteurs du transport urbain du Burkina, entend également interpeller l'ensemble des usagers à une prise de conscience face à la crise actuelle de la sécurité routière dans notre pays. Nous avons jugé bon de faire un tour à Bobo pour quand même sensibiliser nos camarades taximans sur l'incivisme, sur le terrorisme et sur la sécurité routière. Tout simplement, notre structure est tellement exposée et que nous devrons quand même sensibiliser nos camarades taximans pour qu'ils prennent des précautions de la vie où nous vivons actuellement. Cette initiative des taximens est saluée par les autorités, des autorités pour qui les résultats devraient permettre d'aboutir à la professionnalisation des acteurs du domaine. Nous voulons venir sensibiliser les acteurs des taxis. Aussi Bobo-Dioulasso parce que vous savez que c'est le point de départ des fameux taxis à gaz qui ne sont pas homologués par notre pays. Le message que je leur lance, c'est de continuer ce dialogue. Et je voudrais aussi demander au gouvernement de faire tout ce qui est à son pouvoir pour le renouvellement du parc, de renouveler l'opération de 1998. Une préoccupation à laquelle des réponses ne tarderont pas à être trouvées, fois du ministre en charge des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière. Un comeback au Chili, celui de Sébastien Pinera, le milliardaire conservateur, a remporté haut la main le second tour de la présidentielle au pays de Salvador Allende. Il a battu le candidat de la gauche, Alexandro Guillier, avec plus de 9 points d'avance. Ce dernier a du reste reconnu sa défaite, qualifiée par lui-même de douloureuse. Sébastien Pinera revient ainsi au pouvoir pour la deuxième fois et va succéder à la présidente Michelle Bachelet, qu'il avait battue en 2014. Au Chili, le conservateur Sébastien Piñera remporte largement la présidentielle avec plus de 9 points d'avance sur le candidat de la gauche. L'ancien homme d'affaires, milliardaire, a déjà été président du Chili de 2010 à 2014. C'est la plus large victoire obtenue par un candidat depuis le retour à la démocratie. Nous avons confiance en notre pays, a-t-il déclaré. Nous faisons confiance aux Chiliens et nous espérons construire ensemble un meilleur futur pour tous nos compatriotes, a-t-il déclaré. Le candidat de centre-gauche, Alejandro Guillier, a reconnu une dure défaite et a appelé dans son discours à un renouvellement des forces progressistes. Ce soir, je veux féliciter mon adversaire Sébastien Piñera, le nouveau président de la République, que j'ai déjà appelé pour le féliciter de son impeccable et large victoire, a-t-il déclaré. Alejandro Guillier bénéficiait du soutien de la présidente sortante Michelle Bachelet qui quitte pour la seconde fois le pouvoir au profit de Sébastien Piñera. Ces politiques étaient accusées par les milieux d'affaires de freiner les investissements et la croissance. Le président élu a quant à lui promis d'investir dans l'industrie minière, vitale pour l'économie chilienne, dont la croissance stagne autour de 2% depuis 2015.
Services secrets russes et américains font état de leur bonne coopération. La CIA aurait averti le FSB russe de l'imminence d'une attaque terroriste contre la cathédrale Kanzensky de Saint-Pétersbourg et d'autres lieux très fréquentés de la métropole russe. 7 hommes ont été arrêtés dans ce cadre, avaient annoncé les Russes vendredi, qui ont remercié par le même canal le président américain Donald Trump pour cet appui. La CIA confirme avoir averti la Russie d'un risque d'attaque terroriste à Saint-Pétersbourg. Le FSB russe avait annoncé vendredi avoir démantelé une cellule terroriste qui prévoyait une attaque imminente contre la cathédrale Kazanski et d'autres lieux très fréquentés de la métropole russe. 7 hommes ont été arrêtés, originaires du Daghestan, d'Ingouchie et du Tadjikistan, selon les médias russes. La Maison-Blanche a publié un communiqué affirmant que le président russe Vladimir Poutine a appelé Donald Trump pour remercier les services secrets américains d'avoir averti leurs homologues russes. Le communiqué souligne que les deux dirigeants estiment que cet incident est un exemple de l'intérêt que représente une bonne coopération entre les deux pays. Aucun détail n'a été fourni sur la planification de l'attaque qui visait entre autres la cathédrale, un lieu aussi très touristique. Cette annonce intervient alors qu'aux États-Unis, une enquête a été ouverte pour déterminer s'il y a eu une collusion entre l'équipe de Donald Trump et la Russie pendant la campagne présidentielle de 2016. Plusieurs proches de Donald Trump ont récemment été inculpés dans cette affaire. Les élections à la tête du Congrès national africain ANC en Afrique du Sud sont commentées aujourd'hui par les journaux plus près de chez nous. C'est le lancement de la campagne agricole de saison sèche et le cas de la commune rurale de Sapone qui intéresse mes confrères. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebego. Crise à la mairie de Sapone, la journée du 15 décembre a été celle de course-poursuite entre des manifestants et la police, nous rapporte l'observateur Palga. Une situation qui, selon le journal, est consécutive à la décision du Conseil des ministres de dissoudre le conseil municipal de Sapone. Et ce sont des partisans du maire déchu qui contestent la décision gouvernementale. Autant dire que la cité au célèbre chapeau est en quête de quiétude depuis quelque temps. Et les autorités administratives sont en discussion avec les leaders coutumiers et religieux pour un retour au calme. Mais, selon un ancien rapporté par l'Obs, ce sont les hommes politiques qui ont mis en péril la paix dans la localité. Soit, ce ne serait en tout cas pas Simon Compaoré, le ministre d'État qui, à la une du journal Le Pays, nie toute ingérence. Qu'est-ce qu'un Simon Compaoré peut aller chercher dans une commune rurale comme Sapone? Se demande le ministre qui rappelle qu'il a été maire de la capitale et affirme que la fermeté sera de mise et que les fautifs dans l'incendie de la mairie seront sanctionnés. À la une de Aujourd'hui au Faso, le lancement de la campagne de saison sèche qui doit réduire le déficit céréalier de la saison humide. Selon le journal, le gouvernement veut prendre des mesures pour faire face à ce déficit. Il s'agit notamment de l'achat des excédents de production des campagnes écoulées en stock dans certaines grandes zones de production comme Bagri et Sourou, la valorisation des périmètres irrigués, l'orientation d'une partie des superficies des maraîchers cultures vers la culture de céréales. Et c'est ce top de départ qui est lancé ce week-end par le ministre de l'Agriculture. 8 mois donc pour combler le déficit céréalier, souligne l'observateur Palga, qui note la baisse de 0,32% de la production de la saison humide passée par rapport à l'année précédente. Duel serré aux grands enjeux, titre l'observateur Palga à propos de l'élection à la tête de l'ANC. Le parti devra aller puiser au tréfonds de son histoire emblématique pour ne pas imploser. Et c'est dire que l'ANC est à la croisée des chemins. Le suspense est bien réel. Dans la nation arc-en-ciel s'exprime aujourd'hui au Faso. Et il s'agit d'un vote de l'ANC pour conserver le pouvoir, mais au-delà, il y va de la survie même de ce parti gangréné par les rivalités internes et la corruption. Merci Vincent, merci à vous de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.